Tout commence par une histoire d'amour dans le Paris de la Belle Époque. Une jeune fille est assise sur une banquette du métro, sage, innocente, le regard comme il faut sous son joli chapeau. Sur ses genoux, elle porte un étui à violon qu'elle serre près de sa taille pour ne pas gêner le monsieur assis en face d'elle. « Vous jouez du violon, mademoiselle ?»« Oui, enfin, non, j'apprends. » Elle ne sait pas quoi dire à l'idée que l'étui à violon pourrait s'ouvrir et qu'on verrait à l'intérieur un livre, un tube de rouge à lèvres, un mouchoir et quelques affaires de dame, mais pas de violon. Germaine se sert de l'étui comme d'un sac à main pour se donner une contenance de jeune fille cultivée. L'homme se rend de plus en plus compte de la fragilité de sa proie. Il en profite pour l'inviter au théâtre où, dit-il, il est le partenaire de Sarah Bernard. Et puis, après le spectacle, je vous emmènerai souper. Passez me prendre dans ma loge, la loge 14, vous vous rappellerez. Pour Germaine, c'est comme un coup de baguette magique. Sarah Bernard, le théâtre, la vie d'artiste, elle ne peut pas résister à l'appel d'un tel destin. Le lendemain, elle court voir la pièce de Sarah Bernard avec une copine à qui elle a raconté toute l'histoire. Germaine se faufile dans les coulisses. Elle demande la loge 14. La porte s'ouvre et elle retrouve son bel inconnu qui l'attend, comme convenu lors de leur première rencontre. Germaine est alors certaine de vivre le grand amour. Et l'amour lui fait un robuste garçon qui naît un soir de 1905, rue d'Arcet, à Paris, à 20h30 exactement. L'heure d'entrer en scène pour les acteurs de théâtre, dira Pierre Brasseur lorsqu'il sera devenu grand. Je n'étais pas un enfant très attendu. Je crois que c'est un accident. Et ma mère ne s'entendait pas tellement bien avec mon père, que c'était un personnage assez insensé, assez invraisemblable. Et elle était une pauvre petite fille, quoi. Sans défense. Et on ne s'est pas rendu compte tout de suite du personnage qu'était mon père, qui était un acteur qui jouait chez Sarah Bernard et qui couchait d'ailleurs avec Sarah Bernard. Il n'avait pas de mérite puisqu'il y avait que des pédérastes dans la troupe. Des fois, il se saoulait beaucoup la gueule. Pierre Brasseur, enfant, vit avec sa mère, actrice de théâtre comme le père de Pierre l'était. Enfin, je tiens certainement beaucoup de mon père aussi, que j'ai pas connu, moi. Il est mort, j'avais 9 mois. Ça veut dire que j'ai pas eu beaucoup de conversations suivies avec lui. Son père est mort, mais très vite. Odette Joyeux, la femme de Pierre Brasseur, est la mère de Claude Brasseur. En fait, Brasseur, c'est pas leur nom. C'est un nom qui est dans la famille, mais Pierre ne s'appelle pas Brasseur, bien, il s'appelle Espinasse, ce qui donnait Pinard à l'école et dans les collèges. Mais il s'est dit, puisqu'il y a eu un grand-oncle archi-célèbre, Albert Brasseur, voilà un nom tout fait, prenons-le. Madame Brasseur élève son fils avec son tempérament d'artiste. Pierre écrira plus tard, en racontant sa vie en vrac, qu'elle était folle, volage, instable, libertine, sans mari, sans fric, avec seulement 2 grands yeux bleus pour vous regarder grandir. Elle a joué un rôle très important dans ma vie, parce que c'est la seule femme qui me fait rire. J'aime beaucoup les femmes qui me font rire. Pierre Brasseur a 16 ans. Il remonte à Paris, révolté à jamais contre l'univers carcéral de la bonne éducation. En revanche, il reconnaît avoir eu la chance d'étudier de beaux textes grâce à l'un de ses professeurs de lettres, doué d'une sensibilité nettement supérieure à la moyenne. Pierre remercie également ses premières amours buissonnières de l'avoir déniaisé avec une attention particulière pour la fille du facteur qui, par un beau dimanche soir, en face de la poste,
lui a fait découvrir tout ce qu'il racontait depuis des années à ses copains, en faisant semblant de savoir. Mais moi, je crois qu'il était profondément malheureux. Margot Capelier, qui a été une amie de Pierre Brasseur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si cette espèce d'appétit qu'il avait pour les nanas, ça veut dire qu'il n'avait pas une réussite totale, je ne sais pas, parce que c'est difficile, on n'est pas dans les êtres. Hein. Alors on ne sait pas ça, mais c'est sûr qu'il fallait qu'il soit occupé, alors il fallait qu'il peigne, il fallait qu'il écrive, il fallait qu'il joue, moyennant quoi il était d'une sagesse rare. Sagesse rare. Est-ce que c'est pas possible, cette espèce d'user la vie par les deux bouts à ce point? Ça dénote une certaine angoisse. Il était angoissé. Ce type, il était angoissé. Installé dans une chambre de la rue Créteil, derrière le cirque Medrano, Pierre fréquente une académie de dessin de la rue Vavin, où l'on remarque ses talents de peintre. Il était peintre, c'était même plus qu'un peintre amateur. Claude Brasseur appelle l'une des activités moins connues de son père. Pendant de longues années, il a hésité même. Il a pris des cours, il était aux Beaux-Arts. Ce n'est pas un peintre amateur, il a toute une formation technique de base de peintre. Et puis, je suis sûr que pendant très longtemps, il a hésité entre ces trois formes d'expression, la littérature, la peinture et l'art dramatique. Et puis finalement, c'était quand même ce qui le tarabustait le plus de s'exprimer comme ça, un peu corporellement par l'intermédiaire de l'art dramatique. C'était un plaisir de jouer avec lui, évidemment, parce que il dégageait d'une manière monstrueuse, comme ça, il occupait l'espace complètement. Les souvenirs d'Elisabeth Wiener, sa partenaire dans l'un de ses grands succès au théâtre. Et il avait une voix fantastique, il était vraiment là quand il jouait, et c'était un plaisir de jouer avec lui. Et en dehors de ça, moi, je l'aimais beaucoup, et il était assez insupportable avec tout le monde. Il était assez dur, d'abord parce que il dérangeait beaucoup les gens, je crois qu'il aimait ça, et puis il picolait pas mal, ce qui fait que quelquefois il allait un peu au-delà de la commune mesure. Mais il a fait un jour une chose. Edwige Feuillère. Il était en tournée à Poitiers, dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel de France, qui est un hôtel très, très, très sérieux, très bien tenu. Il était 5 heures du soir, ou 6 heures, c'est pas le moment de s'inquiéter un peu de la représentation, et on n'entendait rien, et il n'a pas voulu sortir, et on n'a pas pu lever le rideau. Ce soir-là, on n'a pas pu jouer. Alors on a fini par aller là. Quand on a vu sortir sous la porte une sorte d'écume, enfin, et il était 10 heures du soir, il a fini par ouvrir, il était tout à fait parti, tout à fait absent, il s'était fait monter des caisses de bière, et il avait répandu la bière sur la moquette, et quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a dit « je voulais voir la mer ». Je trouve ça merveilleux, vous comprenez, ce comédien qu'on attend en scène, et qu'il y a 1000 personnes attendent la représentation, et pas du tout, lui il veut voir la mer, et comme on est trop loin de la mer, il renverse des bouteilles de bière sur la moquette. C'est une histoire formidable, non ? Pierre Brasseur a 20 ans. Il commence sérieusement une carrière d'acteur de théâtre qui ressemble à sa vie extravagante. Je crois alors que sa carrière de comédien a vraiment démarré avec une pièce qui a été un énorme succès, une pièce d'Édouard Bourdet qui s'appelait Le sexe faible. Odette Joyeux raconte la naissance de Pierre Brasseur vedette. Et ça, c'est une pièce qui, je crois, a été jouée vers 1930 ou un peu plus tard. Mais alors là, je sais que Brasseur avait eu une critique unanime, on l'avait découvert, si vous voulez. Et c'est à partir de cette pièce qu'il a commencé à beaucoup travailler. Le sexe faible, je crois, était à la fois un grand succès pour lui, et en même temps, ça avait un peu désorienté sa carrière et son emploi, parce qu'il jouait là-dedans un gigolo. Et pendant très longtemps, on lui a fait jouer des rôles de ce genre, qui en fait n'étaient pas tellement dans sa vraie nature, non.
La carrière de Pierre Brasseur au cinéma commence en 1925. Il tourne sous la direction de Léonce Perret, Madame sans gêne. C'est son premier film. Au total, Pierre Brasseur jouera dans 137 films. Brasseur a été un de ces derniers grands monstres sacrés. Le metteur en scène Claude Autant-Lara. C'était un très grand acteur. Il était doué d'une manière exceptionnelle. Pour être un très grand acteur, il faut avoir un physique d'abord. Il avait un grand physique, une très belle prestance. Il avait une voix merveilleuse qui est énorme, ça agit beaucoup sur les sens des gens. Il avait un don exceptionnel de ce métier, c'est-à-dire une intelligence de ses textes. Et en plus, ce qui est très important chez un grand acteur, c'est-à-dire qu'il savait camper le personnage. Et les personnages comme Brasseur vous apportent la création d'un personnage qui fait que tout d'un coup, le rôle devient extraordinaire. C'était ça, Pierre Brasseur. Ces messieurs du tout Paris parlent d'or, ces messieurs parlent finance, ces messieurs parlent chiffres, ces messieurs parlent d'art, ces messieurs parlent d'abondance, ces messieurs parlent métaphysique, voiture et politique. Et ces messieurs parlent raison, leurs dames parlent pointu. Haute musique, haute cuisine, haute couture, haut chiffon. En gros, il devait classer les femmes en 2 catégories. Les putes et les autres, ce qui se fait beaucoup. L'actrice Elisabeth Vienner. Mais pour lui, la plupart des femmes étaient, je crois, des putes, mais ça n'avait rien à voir avec les véritables prostituées. Par exemple, la directrice du théâtre, qui était une dame très très digne, toujours habillée avec une robe noire, un collier de perles et des bouclettes roses. À chaque fois qu'il la voyait, je dis, il lui mettait la main où vous pensez, d'un air complètement trivial, parce que je sais pas, il devait avoir aucun respect pour elle. Et il y avait beaucoup de femmes pour qui il n'avait pas de respect du tout comme ça, et avec qui il se conduisait d'une manière assez odieuse, en leur sautant dessus ou en leur disant des insanités. Et puis il y en avait quelques-unes pour qui il avait vraiment beaucoup de respect. Les petites mômes, quoi. Qu'on en marre de vivre avec des clous et des baisers dans un sac vide et un lit froid. Enfin, notre jeunesse. Peut-être pas si marrante. Le plus grand amour de Pierre Brasseur s'appelle le théâtre. Il ne se sent bien que sur scène. Et là, la vie pour lui n'est jamais qu'une représentation avec des gens de tous les jours. Il a fait une exposition d'un peintre, je ne sais plus quel nom il s'était donné. Daniel Gélin. D'un nouveau peintre, et il avait tout simplement le culot de tremper la queue d'un âne dans la peinture, et avec la queue de l'âne de balançant sur la toile, il a signé d'un nom, et ça s'est passé encore en une demi-heure. Il a fait une grande exposition dans Paris des œuvres de ce nouveau peintre. C'était une des premières farces de Brasseur. C'était comme ça sans arrêt. Sans arrêt, il aimait s'amuser. C'était un type qui aimait la vie, qui aimait les femmes, qui aimait tourner, qui aimait s'amuser, quoi. C'était un type qui avait un appétit absolument formidable à tous les points de vue. La nuit, sur les pavés de Paris, Pierre Brasseur part en tournée. Les restaurants, les cabarets et les boîtes de nuit. Quand Brasseur arrive quelque part, le spectacle est dans la salle. Les amis de la nuit ont le nom des femmes de rencontre, des verres que l'on boit pour outrager sa timidité. Et toujours à côté de lui, Pierre a ses valets de cœur, le joyeux Claude Dauphin et Dalio, le clown. On était toujours, nous, à l'affût de concours. Dalio évoque pour nous sa jeunesse avec Pierre Brasseur. Alors on était au concours de Miss Blanchisseuse rue de Maubeuge. Il y avait toujours des Miss ceci, des Miss cela, et nous on était président du jury. Est-ce qu'il y avait une jalousie entre vous quand il y avait une fille que vous aimiez tous les deux? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce tranquille. qu'il disait « la laide est à toi ». Là, voilà. Marcel Dalio, Pierre Brasseur l'a rencontré dans sa jeunesse grâce à sa mère. Sa maman lui dit un jour... Marcel Dalio. Elle disait, il y a un vieux con, elle parlait comme ça, sa maman, il y a un vieux con qui saute et qui fait le fou et qui retombe sur la tête. Faut que tu vois ça, mon petit Pierre, parce que tu te crois acrobate, mais tu vas voir ce que fait le vieux.
Et elle l'emmenait voir ce pauvre Pierre, un vieux qui joue aux deux ânes. Et moi, je jouais des vieux parce que je ne savais pas que j'avais la tête du petit juif. Je ne l'ai su que 20 ans après, au moment de l'exil. Moi, avant, j'étais un fervent catholique. J'aurais foutu sur la gueule ceux qui m'auraient dit « t'es un juif ». Tu comprends? Je ne les aurais pas crus, puisque ça ne faisait pas partie de mon domaine. Moi, c'était la caricature, les 10 heures, tous les théâtres de droite. Alors, j'étais presque plutôt antisémite, un petit peu, fatalement. Les chansonniers étaient toujours de droite. Ils étaient du côté du manche. Il n'y avait pas des grands barbus qui remettent tout en place maintenant. Bon, alors pour revenir à Brasseur, elle lui dit ça. Et à la fin de la revue, attend un jeune homme qui attend, lui, un vieux monsieur, qui ne voit pas, puisque moi j'avais aussi 20 ans. Et en attendant Dalio, Pierre Brasseur dessine. Il fait des croquis du spectacle qu'il vient de voir, le petit vieux déguisé en régisseur de théâtre ou grimé en bel Otero. Et tandis que Pierre continue de dessiner, attablé devant un verre de bière à la brasserie du coin, un jeune homme se tourne vers lui. Visiblement, il s'intéresse à ses dessins. Pierre Brasseur s'entend dire par le jeune homme « Vous savez que c'est moi que vous êtes en train de dessiner ?» Pierre se demande comment un homme aussi jeune peut composer des personnages aussi justement vieux et émouvants. Et puis, il me regarde. On se regarde, il dit « Mais vous êtes... » J'ai dit « Je suis Dalio. » Dalio et Brasseur, c'est le début d'une grande amitié qui durera toujours. Ils ont le même amour du théâtre, de la vie, lorsqu'elle ressemble à une comédie, et des femmes lorsqu'elles sont pleines de mauvaise vie. Pourtant, à l'origine, ils n'avaient rien de commun. Pierre Brasseur, l'enfant de la balle, et Marcel Dalio, le petit réfugié juif du quartier du Marais. Moi, donc, j'habitais là avec les 14 filles, car ma grand-mère avait 14 filles. Et n'avait pas de garçon. Marcel Dalio. J'étais le chouchou. Seulement, fallait coucher dans ses bras. Et les bras de grand-mère sentaient le hareng sort. Et c'était affreux pour moi parce qu'il y avait, dans la même boutique au premier, il y avait un petit bordel pour catholiques, pour Goy, pour les pompiers de la rue de Turenne. Il y avait tout ça. Et alors là, c'était agréable parce qu'elle me couvrait de bonbons, de baisers, avec des vieux parfums chipolata, bichara et tout ça. Mais tout ça ne ressemblait pas à l'odeur de ma grand-mère. J'ai connu les femmes. La gouaille de Paris, les petites mômes qui traînent leur cœur dans la rue, les copains malades d'amitié, tout ça, cette vie en vrac, Pierre Brasseur la retrouve chez une femme. Une femme qui chante tout ça. C'est Édith Piaf. T'es tout ça. Et tu l'as été tout de suite lorsque je t'ai vu pour la première fois chez mon pote Leplé. Si je t'ai pas fait du gringue, c'est que je me suis dégonflé. Et qu'un corneau de maître d'hôtel m'a dit « Elle est accompagnée. » Oh, sans ça, je pensais. J'étais mignon dans ce temps-là. Ça serait sûrement arrangé. Enfin, je me console en pensant que j'ai ton amitié et que je l'aurais peut-être plus. Ça vaut mieux que toutes les nuits d'amour. Ce que tu représentes de rare sur notre planète, ça veut dire à Paris, c'est que tu as toujours su t'entourer d'étoiles, c'est-à-dire de ce qu'il y avait de plus brillant, que ce soit poète, compositeur, amant d'un jour ou à l'année. T'en faisais des vedettes ou des maris. Les seconds étaient moins gâtés que les premiers, mais tout aussi fiers, faut bien le dire. Ma pote, je t'embrasse. Je t'aime, tu m'aimes, bonheur, nos cœurs, et pourtant, il y aura toujours un pauvre chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureuse. Il y aura toujours dans un journal du soir une gosse de 20 ans qui meurt de désespoir. Un voyage, mirage, heureux.
pourtant, il y aura toujours un pauvre chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureux. Cette chanson que vient de chanter Édith Piaf, c'est Pierre Brasseur qui l'a écrite spécialement pour sa pote. À cette époque, Pierre Brasseur impressionne la petite môme qui deviendra Piaf. Car il est célèbre, Brasseur. Il a joué le sexe faible au théâtre, il a eu du succès. On lui propose de tourner des films pour une compagnie de production allemande, la UFA. À ce moment-là, Berlin est la capitale du cinéma. Tous les acteurs rêvent d'y travailler. Les producteurs américains visitent sans arrêt les studios berlinois pour trouver les meilleurs acteurs, scénaristes et metteurs en scène. Quand Pierre Brasseur reçoit le télégramme du représentant en France de la UFA, il est fou de joie. Il se voit déjà la nouvelle superstar du cinéma mondial. Alors, sûr de son génie et ivre d'inconscience, il demande 30 000 francs de cachet par semaine. C'est ce que gagne à l'époque Henri Garat, la plus grosse vedette française. La compagnie de production lui offre 9 000 francs. Pierre Brasseur signe tout de suite, encore sous la peur d'avoir failli rater l'affaire à cause de ses exigences puériles. À Berlin commence pour Pierre Brasseur d'inoubliables aventures. Il tourne de grands films avec des vedettes de toute l'Europe. Malheureusement, ses œuvres disparaîtront dans un incendie provoqué par un bombardement à la fin de la guerre de 1940. De film en film, les cachets de Pierre Brasseur augmentent. Son train de vie aussi. Il se déplace en voiture avec chauffeur. Dans son appartement grand luxe, il organise des fêtes somptueuses. Son secrétaire, ami, homme de confiance, un Russe qui a perdu toute sa fortune, se charge de l'organisation. Joseph Kessel vient de temps en temps. Ces soirs-là, il y a de la casse. On boit à la russe, on danse comme des Cosaques, les femmes se pâment, ça donne des idées aux hommes. Brasseur, lui, est amoureux de la maîtresse d'un grand écrivain, Éric Maria Remarque. Parce qu'il avait aussi des fréquentations extrêmement, probablement pour lui, très enrichissantes, qu'il adorait. Edwige Feuillère. Mais il avait des fréquentations qu'on appelle douteuses. C'est-à-dire qu'il passait ses nuits dans des endroits, enfin... certainement, il a beaucoup vécu, il a connu des gens très curieux. Il y avait quelque chose de maléfique en lui, toute une partie, et à côté de ça, un cœur d'enfant, il était capable de grande générosité. Moi, quand je joue, je suis éperdument amoureux. Vous entendez? Éperdument. Mais quand le rideau tombe, le public s'en va avec mon amour. Et vous comprenez? Je lui en fais cadeau au public, de mon amour. Il est bien content, le public. Et moi aussi. Frédéric Lemaître dans Les Enfants du Paradis. On dirait plutôt Frédéric Lemaître dans le rôle de Pierre Brasseur. En fait, on rêvait d'une chose, c'est d'écrire une pièce sur les régimes sociaux, c'est-à-dire sur les mineurs qui se mettaient en grève. Marcel Dalliot. On ne connaissait rien, on avait tous les culots. On a écrit plusieurs pièces comme ça, et c'était ça le cocasse. Parce qu'il se fâchait, on lui disait, mais qui écrit de vous deux? Mais bien sûr que c'est Marcel, puisque c'est moi qui dicte. Pierre Brasseur et Marcel Dalliot passent beaucoup de temps à mettre au point leur pièce sur la vie des mineurs. Ils ont choisi le titre
Ça s'appellera Grisou. On habitait Faubourg Saint-Honoré, en face de l'ambassade d'Angleterre. Les souvenirs de Marcel Dalliot. Alors, très très innocemment, il ouvrait les rideaux, lui. Et il faisait celui qui répète sérieusement, mais complètement le kiki à l'air. Et puis moi aussi, mais il faisait ça, il répétait comme ça. Et on sent qu'on tirait en face. Alors le ministre anglais tirait les rideaux et tout ça. Et on faisait monter du champagne. Et puis les petites filles qui étaient là, on disait « Attends, et puis on va venir s'occuper de toi ». Et on commençait à parler de Grisou. Et 3 heures après, on voyait les poules à poil. Ils disaient, ben alors, on ne s'occupe pas de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est endormi. Claude Brasseur est le fils qui est né de l'union de Pierre Brasseur avec Odette Joyeux. Nous n'avions pas de rapport père-fils. Claude Brasseur. Ce qui me choque et ce que je n'aime pas du tout, c'est cet investissement de l'amour que font les parents sur leurs enfants. C'est ce que j'appelle, et que j'ai appelé un jour dans une interview, l'amour capitaliste. C'est-à-dire qu'on a l'impression que très souvent, quelques parents, et là pour moi c'est la majorité, aiment leurs enfants indéniablement, indiscutablement, et font beaucoup de choses pour eux indiscutablement. Mais un jour, comme si cet amour, comme si tout ce qu'ils ont fait pour leurs enfants était un investissement, un jour, ils s'arrêtent, non pas d'aimer, mais ils s'arrêtent et ils disent, bon, bah alors maintenant, tout ce que j'ai investi, moi, je voudrais toucher mes pourcentages et je voudrais toucher des dividendes de cet amour. Moi, j'ai fait ci pour toi, moi, j'ai fait ci pour toi, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? C'est une notion, moi, qui ne me plaît pas. Et ce qui me plaisait donc énormément chez mon père, c'est qu'il n'y avait absolument pas cette notion-là. On était copains, mais il n'y avait pas de rapport paternaliste, pas du tout. Sur la scène, il y a ma joie maquillée en musique. Sur la scène, il y a mon job qui a tout juste 20 ans. Sur la scène, il y a Paname et ça claque et ça clique. Sur la scène, il y a mes potes qui me traînent depuis 12 ans. Sur la scène, il y a une ombre qui m'a fait des souvenirs. Sur la scène, il y a la mort qui m'attend dans son trou. Sur la scène, il y a des mains qui battent des sourires. Dans la salle, il y a le public, c'est notre théâtre à nous. Sur la scène, une chanson écrite par Léo Ferré et interprétée par Catherine Sauvage. Catherine Sauvage sera la dernière compagne de Pierre Brasseur. Oui, car Odette Joyeux et Pierre Brasseur vont se séparer quelques années après leur mariage. C'était un inquiet, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Catherine Sauvage, qui a partagé la vie de Pierre Brasseur pendant 8 ans. Parce que l'image de marque de Pierre pour le public, c'est Keane, c'est les enfants du paradis, c'est un personnage sûr de lui, c'est un personnage un peu matamore. Or, Pierre, dans la vie, était le contraire de ça. C'était quelqu'un de très timide, qui détestait se faire remarquer. Vraiment très discret, très timide, et en plus, alors, pas du tout sûr de lui, très inquiet. Et quand il devait faire une interview, je parle pas d'une dramatique, je parle d'une interview, il n'en dormait pas de la nuit. De théâtre en studio, Pierre Brasseur mène une prodigieuse vie d'acteur. Au fil des années, il mûrit dans son art et devient ce que Cocteau nommait les monstres sacrés. Quand j'ai commencé, par exemple, à changer un peu, à m'arrêter de faire du sport, etc., et à grossir un peu, à changer, perdre un peu de ligne, etc., alors à ce moment-là, je me suis dit, allez, je vais attaquer les rôles forts. Et puis petit à petit, ça a commencé par Barbe Bleue, etc., au cinéma, puis ensuite... Le Diable et le Bon Dieu, etc. Quand il arrivait dans un théâtre avec lequel il avait signé pour jouer une pièce... Claude Brasseur évoque les méthodes de travail de son père. Dès la 2e ou 3e représentation, il demandait
au moins 3-4 brochures. Alors on se disait, tiens, qu'est-ce qu'il va fabriquer de toutes ces brochures quand même? On doit faire lire ça. Bon. En fait, à quoi servait-elle? Il y en avait une de ces brochures qu'il laissait dans son entrée, ou presque même à la rigueur au théâtre ou dans sa voiture, qui traînait comme ça tout le temps avec lui partout, dans les bistrots, dans les restaurants, qui était donc toute salingue, toute cornée, toute pleine de taches, de gras et de choses comme ça, qui était vierge comme ça. On se dit, tiens, ça c'est la brochure de Pierre. Mais chez lui, il avait les 3 autres brochures qui étaient noires de notes, de réminiscences, de souvenirs, de trucs qu'il avait vécu, que lui rappelait cette scène, de choses auxquelles il voulait penser, enfin, de quantité de... C'était, mais noir de notes, la brochure, les 3 brochures, petit à petit, devenaient complètement illisibles. C'est pour ça, d'ailleurs, il en enregistrait une, puis quand il y en avait une qui était complètement noire de notes, il était obligé d'en prendre une autre, et ces 3 brochures-là, personne n'y touchait. Elles restaient dans son bureau, chez lui, à sa table de travail, et personne n'y touchait. Et puis, hop, il arrivait au théâtre avec cette espèce de brochure dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, n'avait rien, et il ne voulait pas avoir l'air d'avoir ces brochures à noter, tout ça. Il arrivait avec son bagage de travail qu'il faisait seul, chez lui ou autre part, je ne sais pas. Mais il ne voulait pas avoir l'air. Sa cuisine intérieure ne regardait strictement personne. Mais au théâtre, c'était un inquiet, même pas seulement quand il répétait. Catherine Sauvage. Quand il répétait, alors quand on arrivait à 10 jours de la générale, alors là, c'était vraiment la catastrophe. Enfin, c'est-à-dire qu'il se relevait 3 fois dans la nuit pour savoir si au 2e acte, il rentrait comme ça, ou il rentrait comme ça, s'il disait ça comme ça, ou s'il disait ça autrement. Enfin, et quand il jouait, quand c'était déjà établi et qu'il jouait déjà depuis un certain temps, n'importe qui allait le voir, il faisait une réflexion, mais vraiment des gens pas du tout de métier. Il n'en dormait pas de la nuit, il était d'une sensibilité aux critiques, quel qu'il soit. Il était très, très, très inquiet. Pierre Brasseur traverse la vie comme une scène de théâtre. Il garde toujours une réplique dans sa barbe, un rôle pour une femme, son cœur pour un ami, et une farce dans la tête. Pour faire une blague, il aurait commandé, s'il voyait par exemple dans Deauville, dans la grande salle, Marcel Dalliot. Une dame bien coiffée avec des cheveux blonds à la Marilyn Monroe, il commandait des spaghettis. Et arrivé à la place spaghetti, il se le mettait sur la tête, et ben il n'y a pas de bout qui sortait du coiffeur. Il lui faisait ça. Comme ça, il le faisait. Alors ça coûtait 18 000 francs parce qu'il y avait partout du beurre, il y en avait partout. Mais il a toujours vécu, quelle que soit la période de sa vie, il a toujours vécu au-delà de ses moyens et au-dessus de ses moyens. Georges Herbert. Il achetait des propriétés, il se faisait rouler comme dans un bois par les gens, il se faisait voler. Quand il était ivre, il avait en général toujours beaucoup d'argent sur lui. Bon, bah, bien sûr, ses compagnons de beuverie, très souvent, qui étaient n'importe qui étaient des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il rencontrait dans un café, et puis il était célèbre. On savait que si on lui faisait boire un petit coup, et il ne serait plus très conscient de ce qu'il faisait, et, comme par hasard, son portefeuille disparaissait. Le nombre de fois où il a été volé, c'était extraordinaire. Alors, il avait en général beaucoup d'argent sur lui. Il n'a jamais su gérer son patrimoine. Il achetait une propriété et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle lui plaisait, parce qu'il avait le béguin pour elle, il n'y allait jamais, il faisait des travaux considérables dans cette propriété, et puis quand il avait besoin d'argent, il la revendait pour le 10e de ce qu'elle lui avait coûté. Mais Brasseur n'a plus 20 ans. La vie d'artiste lui joue parfois des tours. En 1972, il tombe gravement malade à Montréal au cours d'une tournée théâtrale. Georges Herbert, le producteur de la pièce, se souvient de ces moments difficiles. C'est le voyage de Paris au Canada qui a vraiment déclenché. Il n'a pas supporté ce voyage long et tout de même fatigant. Son corps déjà très diminué ne l'a pas supporté. Il est entré normal dans l'avion et quand il est arrivé au Canada, il avait 100 ans.
C'était un vieillard, alors que c'est un homme encore dynamique, et il a réussi tout de même, car il avait un courage extraordinaire, et le théâtre ou le cinéma, c'était sa vie, et pour lui, ne pas assurer une représentation qui était prévue, c'était un désespoir. Il a donc voulu jouer à tout prix, non pas le jour même de l'arrivée, il en aurait été bien incapable, mais on avait 2 jours d'horloge pour préparer le spectacle, faire des conférences de presse, etc. Donc le 3e jour de notre arrivée, il a assuré une représentation qu'il a pu aller jusqu'au bout dans un état d'épuisement total, et dès le lendemain, il entrait à l'hôpital où il est resté 1 mois et où il a été soigné de manière miraculeuse et où logiquement on n'aurait pas dû le sauver. La mort, Pierre Brasseur vient de la voir en face et de lui échapper. Il faisait trop de choses. Il disait, je fais toujours quelque chose comme ça, elle ne peut pas m'attraper. Les confidences de Marcel Dalliot sur Pierre Brasseur et la mort. Alors, où il écrivait, où il peignait, où il sortait avec des négresses. Il faisait des choses dont il n'avait même pas envie. Alors, il dépensait ses quelques sous. Il louait un chauffeur, venait, on l'emmenait dans des petites rues et puis payait à boire à tout le monde. Lundi 14 août 1972. Pierre Brasseur tourne un film en Italie. Il y a là Claude Dauphin, Michel Simon, Charles Vanel. Ce soir-là, ça ne va pas bien. Il n'a rien pu manger de la journée. À 8 heures du soir, il est assis à la terrasse de son hôtel. Il a du mal à finir son 3e whisky. Claude Dauphin lui conseille d'aller se coucher. Ça va mal car il accepte ce genre de conseil. Aidé par sa secrétaire, Pierre Brasseur monte dans sa chambre. Quelques minutes après, la secrétaire redescend affolée. Pierre est haletant, livide, il cherche son souffle. On appelle un docteur. Brasseur est mort. Au même moment, dans sa chambre, une servante de l'hôtel est entrée. Ignorant tout, elle a porté la bouteille de champagne que Pierre Brasseur venait de commander avant de mourir. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes. Parmi quelques ivrognes, des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. 6 pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore. Jacques Brel. Jacques Brel, Pierre Brasseur l'aimait. Il l'avait découvert un soir à Bruxelles. C'est sa mère qui lui avait dit « Va voir ce gars-là ou écoute ses disques ». Il y a été et il ne l'a pas regretté. Pas plus que la première fois où il a entendu sa mère dire cette petite phrase « Va voir ce gars-là ». Ce jour-là aussi il y était allé et il avait rencontré plus qu'un grand artiste, l'ami de toute sa vie, Marcel Dalliot. Et je n'ai su que par la suite qu'il a hésité longtemps à se faire appeler, non pas Pierre Brasseur, mais Pierre Sarah Bernard Brasseur. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.